Alors, du monde politique, nous allons passer au monde académique. Juliette Lelieur est avec nous en visio. Euh, et donc, Bonjour le Juliette, temps de mettre en vous m'entendez? place la visio, je dois dire que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt son rapport, euh, qui est un rapport qui dénonce la relation symbiotique avec les groupes d'intérêt, qui dénonce la faiblesse structurelle de la société civile, qui rappelle que, hélas, le mandat du parquet européen se limite à la seule protection des intérêts financiers, ce qui explique que ce soit le parquet belge qui ait poursuivi le Qatargate, qui dénonce une sous-estimation structurelle du problème, et qui dénonce aussi une confiance excessive dans l'efficacité des dispositifs de transparence et dans les règles non contraignantes. Donc c'est un rapport tout à fait académique avec beaucoup de notes en bas de page, mais qui est quand même très critique et qui est aussi ambitieux, puisqu'on parlera des ambitions dessinées par ce rapport dans une seconde partie. Donc Juliette Lelieur, professeure à l'Université de Strasbourg, merci d'être avec nous et donc nous vous écoutons. Merci beaucoup Eric. Est-ce que vous m'entendez bien? 5 sur 5. Très bien, parfait. Alors, je remercie beaucoup l'association Anticorps de me permettre aujourd'hui de vous présenter ce rapport. Je dois dire que j'ai beaucoup d'estime pour le travail de votre association et j'espère que vous allez rapidement retrouver votre agrément. Et voilà, aujourd'hui, je suis contente de vous apporter la voix des universitaires, des chercheurs sur ces thèmes qui vous sont chers. Je voudrais aussi m'excuser de ne pas être présente physiquement. Malheureusement, c'était impossible pour moi de venir jusqu'à Caen aujourd'hui, mais sachez que le cœur y est. Alors, je vais vous présenter rapidement le contexte, enfin disons les auteurs qui ont participé à ce livre blanc, puisque nous sommes plusieurs auteurs. Donc c'est un travail interdisciplinaire, nous sommes 5 auteurs. Le livre blanc s'appelle exactement Livre blanc sur la protection de la démocratie dans le fonctionnement de l'Union européenne. Il va être publié par l'Observatoire de l'éthique publique, alors l'Observatoire français de l'éthique publique. Il sera publié en français et en anglais. Et donc, les 5 personnes qui y ont contribué sont d'abord 2 spécialistes de sciences politiques, Antoine Vaucher, qui est directeur de recherche au CNRS et qui est l'initiateur de ce projet, ainsi que Lola Avril, qui est postdoctorante en sciences politiques. Nous avons aussi une collègue finlandaise spécialisée en droit européen, Emilia Korkeaako. Et pour Strasbourg, Chloé Fauchon et moi-même, donc qui représentons la part des pénalistes de cette équipe. Donc je vais vous présenter ce travail qui, alors effectivement, il y a beaucoup de notes de bas de page, c'est un travail académique, mais je vais essayer de vous le présenter de la manière la plus claire possible. Et en réalité, eh bien, nous sommes partis du Qatargate. C'est triste, mais c'est le Qatargate qui nous a permis de nous rencontrer. Nous commençons le rapport en expliquant la force révélatrice du Qatargate. Donc, nous pensons que ce n'est pas un scandale comme les autres. Alors, pas seulement parce qu'il a touché l'Union européenne véritablement dans son cœur démocratique, le Parlement européen, et pire encore, sa sous-commission des droits de l'homme, qui a une réputation historique dans le domaine de la protection des libertés, mais aussi parce qu'il a mis en cause la partie la plus active de la société civile européenne, celle des ONG, puisqu'il y a un rôle quand même joué par Fight Impunity, l'ONG créée par l'ex-eurodéputé Panzeri. Et donc, non seulement il y a une atteinte au processus démocratique, mais aussi aux droits de l'homme, puisque, in fine, le biais, la corruption au sens propre qui est portée, eh bien, atteint les droits de l'homme, en l'occurrence, la principale, Eva Kaili a tout de même
considéré, elle a tout de même dit publiquement que le droit du travail était bien respecté au Qatar. Donc, c'est un énorme problème. Alors, ce n'est évidemment pas le premier scandale, et je rappellerai juste brièvement l'affaire du Sunday Times en 2011, qui était précurseur en fait du Qatargate. À ce temps-là, des journalistes du Sunday Times s'étaient fait passer pour des lobbyistes au Parlement européen et avaient offert des pots de vin à plusieurs députés européens en échange d'amendements que ces députés s'engageaient à proposer. Et il y avait eu 3 eurodéputés qui avaient mordu à l'hameçon, qui avaient accepté un tel chantage et qui ont été poursuivis pénalement. Donc, on avait tout de même des antécédents, et Manon Aubry a rappelé plusieurs affaires précédemment, notamment le pantouflage de l'ancien président de la Commission européenne, José Manuel Barroso. Voilà. Alors, donc, vous voyez, on a la corruption à proprement parler avec le Qatargate. On a les problèmes de lobbying avec le Sunday Times. On a le pantouflage et l'éventuel rétro-pantouflage ou revolving doors avec l'affaire Barroso. Et malheureusement, les institutions européennes n'ont répondu, à notre sens, pour l'instant, que par des lois de panique, c'est-à-dire des lois qui ont colmaté une petite faille par-ci par-là, qui ont corrigé quelques lacunes au fur et à mesure qu'elles apparaissaient. Mais nous pensons que l'Union n'a pas pris la mesure de l'ampleur des problèmes. Nous pensons que, notamment, le lobbying est devenu un problème véritablement systémique et que l'Union n'a pas encore pleinement pris conscience de l'impact de tout ça. Il y a des problèmes qui fragilisent véritablement le processus décisionnel de l'Union. Je vais tout à fait dans le sens de ce qui a été dit par Manon Aubry précédemment. Et puis, évidemment, tout cela, par ricochet, atteint la confiance des citoyens. C'est le fameux « tous pourris » qui se répand et qui dessert non seulement la cause de la démocratie, enfin non seulement la cause européenne, mais aussi la cause démocratique. Alors, pourquoi parlons-nous de la force révélatrice du Qatargate? Eh bien, parce que nous pensons qu'il révèle un continuum de menaces qui pèsent sur l'Union européenne, et nous pensons aussi qu'il met en évidence une faiblesse assez étonnante des dispositifs européens de protection des processus décisionnels. Alors, quel est ce continuum de menaces? Eh bien, encore et toujours, certains continuent d'affirmer que la corruption et les conflits d'intérêts sont endémiques à toute forme de gouvernement. Alors, nous ne faisons pas partie de ses collègues académiques aussi, tout à fait résignés. Nous pensons qu'il faut une analyse plus réaliste et nous pensons qu'il est tout à fait possible d'observer que le tournant néolibéral régulateur de ces 20-30 dernières années a en réalité accru la vulnérabilité des institutions publiques face à des stratégies d'influence qui, de leur côté, se sont professionnalisées. Parce que ce que l'on observe, c'est que, à mesure que les pouvoirs publics se sont transformés en une longue chaîne de régulateurs, eh bien, les grandes entreprises ont compris leur intérêt, finalement, à peser sur cette chaîne de régulateurs et donc à venir s'intégrer et dans cette chaîne et à faire peser leurs propres intérêts sur la régulation publique. Donc, ça signifie qu'il y a tout un secteur d'influence qui s'est développé au sein de l'industrie, de divers secteurs de l'économie, et que cette activité d'influence a augmenté au fil du temps, en puissance, et qu'elle s'est également professionnalisée. Et l'Union européenne, qui est la régulatrice d'un des plus grands marchés de la planète, eh bien, l'Union européenne est une victime toute trouvée. C'est vraiment, elle est particulièrement ciblée par ces jeux d'influence. Son système démocratique est sous pression, véritablement sous pression. Ces acteurs et ces processus décisionnels sont soumis
à cette pression des influenceurs qui se sont professionnalisés. Alors, évidemment, ce qu'il manque encore, ça serait un travail peut-être plutôt de sociologue, c'est une évaluation générale et systémique des risques d'atteinte à l'intégrité démocratique. Hein, on manque encore de documentation, de données fiables, d'analyses empiriques, mais néanmoins, je pense que on peut tout de moins, enfin, la littérature universitaire sait déjà un certain nombre de choses sur ces vastes réseaux d'acteurs dont je viens de vous parler, et sur la diversité des façons dont ils influencent la décision publique européenne. Et bien sûr, le travail des ONG, le travail de la médiatrice européenne aussi, le travail de certains députés vient beaucoup aider à cette documentation. Alors, que nous dit, qu'est-ce que cette documentation nous permet de comprendre? Eh bien, d'abord, qu'il est tout à fait courant que les députés européens complètent leur salaire par des emplois annexes. Alors, Manon Aubry l'a dit tout à l'heure, 7 000 € pour un salaire de député européen. Et il est très courant que ces députés exercent en parallèle des activités qu'on appelle moonlighting, c'est-à-dire des activités qui viennent compléter ce revenu et voilà. Alors, ça peut aller dans le sens de leur activité démocratique, ça n'est absolument pas contrôlé. Il y a le problème des revolving doors que vous connaissez, et ce problème se situe vraiment à tous les niveaux. Ça, c'est vraiment surprenant à remarquer. Ça se situe à la fois au niveau des assistants parlementaires, comme tout en haut, au niveau des commissaires à la Commission européenne, des députés qui sont confirmés, des hauts fonctionnaires de la Banque centrale européenne, dans toutes les agences, enfin dans très nombreuses agences. Donc voilà, c'est vraiment un phénomène qui ne se résume pas à quelques exemples ciblés, mais qui est vraiment généralisé. Et puis, on voit des entreprises privées qui subventionnent des forums publics, comme des groupes de travail parlementaires sur des thématiques que ces entreprises choisissent, évidemment. Et plus surprenant encore, on a vu aussi que le secteur privé subventionne des présidences du Conseil de l'Union européenne, ces présidences revenant aux États membres de manière tournée. Alors, tout cela n'est pas illégal en soi. Vous m'entendez toujours bien ? D'accord. Tout ça n'est pas illégal en soi, mais ce sont évidemment des pratiques qui sont très propices à l'apparition de conflits d'intérêts, à toute forme de collusion qui, dans le pire des cas, débouche sur du trafic d'influence et de la corruption. Et là, nous sommes véritablement dans le champ de la délinquance. Alors, c'est cette réalité que nous avons appelée continuum de menaces. Par ailleurs, nous constatons la vulnérabilité de l'Union européenne. Alors, Eric, vous l'avez dit tout à l'heure, nous identifions une relation symbiotique et une dépendance spéciale de la Commission européenne, enfin une dépendance que la Commission européenne a construite historiquement avec des groupes d'intérêt. Pourquoi ? Eh bien, parce que la Commission européenne, très tôt, a cherché à obtenir une forme de public privilégié pour avoir une certaine source d'expertise et pour avoir aussi des alliés vis-à-vis des États membres. C'était une manière, parmi d'autres, d'obtenir un levier politique vis-à-vis des États membres qui reste quand même très puissant au sein de l'Union européenne. Alors, le Parlement européen, qui est arrivé bien plus tard dans le processus législatif, dont les vrais pouvoirs législatifs ont été reconnus beaucoup plus tard que les autres institutions de l'Union européenne, comme la Commission et le Conseil. Le Parlement européen n'a pas réussi à renverser ce modèle collusif et finalement, il s'est progressivement adapté à cette situation. Alors, il est même devenu, comme vous le savez, une cible et un partenaire important des lobbyistes. La deuxième raison vous
fait parler de faiblesse structurelle de l'Union européenne, c'est que sa société civile ne parvient pas à mobiliser véritablement les citoyens européens face au scandale. Alors, la première raison, c'est que manque de médias à l'échelle véritablement européenne pour se faire l'écho d'un intérêt de la société européenne. Il y a certes des ONG spécialisées dans le domaine de l'éthique publique et qui travaillent au niveau européen, le European Observatory, Transparency International, Follow the Money. Donc, il y a des structures, mais on a parfois l'impression qu'elles sont un peu isolées dans la bulle bruxelloise et qu'elles ont du mal à se faire entendre, du mal à peser sur l'agenda politique. Et le Qatargate est emblématique de ce point de vue, puisque malgré la gravité des faits, et finalement, alors on dit que le soufflet retombe, et en réalité, finalement, on ne parle aujourd'hui, d'après ce que je comprends, du Qatargate, encore un peu dans les pays qui sont directement concernés, la Belgique, la Grèce, l'Italie, parce que les députés concernés ou la justice qui travaille se trouvent dans ces pays. Mais je crois comprendre que cela ne va guère au-delà. Et la troisième raison qui nous fait parler de cette vulnérabilité de l'Union européenne, c'est qu'elle ne s'est pas suffisamment équipée ni préparée pour faire face à tous ces défis envers la démocratie. Donc, il est vrai que l'Union a adopté toute une série de règles en matière d'éthique publique, des règles qu'elle a adoptées au coup par coup, comme j'ai dit tout à l'heure, principalement dans les 2 dernières décennies. L'Union s'est particulièrement distinguée en matière de transparence, à tel point qu'on parle parfois de l'Union européenne comme d'un véritable laboratoire de la transparence. C'est le cas à propos du registre de transparence des groupes d'intérêt, qui est un registre aujourd'hui commun au Parlement européen et à la Commission. C'est le cas en rapport avec la publicité des agendas des commissaires, en rapport également avec les codes de conduite qui accompagnent aujourd'hui les diverses institutions. Mais le problème de ces règles, alors elles sont multiples, mais elles sont surtout dispersées. Alors, surtout pour les codes de conduite, chaque institution a son propre code de conduite. Alors, il faut vraiment fouiller dans une botte de foin pour trouver tout ça. Et puis, on remarque aussi que la mise en œuvre de ces règles et le contrôle de l'application de ces règles se fait par des comités consultatifs qui sont faibles, que nous considérons comme faibles et qui sont parfois conciliants. En fait, il n'est pas rare que ces comités soit composé d'anciens membres de l'institution qu'ils supervisent. Et donc, il y a une tendance à protéger la réputation de l'institution, et donc plutôt à étouffer les choses, plutôt que de s'attaquer véritablement à ce continuum de menaces. Autre point qui nous fait dire que l'Union n'est pas préparée, ou mal préparée, c'est que sa défense pénale de la démocratie nous paraît faible. Le parquet européen a beaucoup fait parler de lui en 2021, puisqu'il a été mis en place en 2021. Le principe de sa création a été adopté en 2017, mais il a commencé à fonctionner en 2021. Mais ce parquet européen n'a pas compétence pour poursuivre les personnes qui ont été mises en cause dans le Qatargate, puisque, alors, il a certes compétence sur certaines formes de corruption, mais seulement les formes de corruption qui portent atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne. Les fraudes aux subventions, ce qu'on peut appeler grosso modo la fraude fiscale européenne. Mais en revanche, quand ce sont des intérêts pratiques et, en l'occurrence, in fine, des atteintes à la protection des droits de l'homme, le parquet européen n'a tout simplement pas compétence. Pour laquelle, ce sont les justices nationales qui opèrent pour poursuivre les personnes mises en cause dans le Qatargate, avec des procédures complexes de coopération qui doivent... il va y avoir une articulation des justices pénales européennes, donc ça peut marcher, mais c'est beaucoup plus long et moins efficace que ce que pourrait faire le parquet européen s'il était compétent. Alors, face à cela, nous pensons
que la transparence, alors les outils de transparence et les outils de déontologie, nous ne voulons pas les dénoncer dans le sens où nous pensons qu'ils font partie de la réponse, mais nous pensons que ce ne sont que des débuts de réponse. Nous pensons que ces réponses doivent être complétées, qu'elles sont insuffisantes pour l'instant et qu'elles doivent être complétées. Et puis, donc ça sera mon premier point. Alors, je crois que j'ai commencé à 15h35 et que j'ai jusque 16h05, c'est ça? Des questions peut-être à vous poser. D'accord. Donc, le premier point, c'est attention à la transparence, non pas que nous soyons contre, pas du tout, mais attention à ses limites. Le deuxième point, c'est de vous parler des incompatibilités que nous souhaitons proposer. Nous faisons appel à un nouvel art de la séparation en proposant des incompatibilités pour les agents publics de l'Union européenne. Et le troisième point, c'est d'appeler à un renforcement et à une européanisation de la réponse pénale. Donc, nous espérons ainsi proposer un continuum de réponse face aux menaces. Alors, l'insuffisance de la transparence. Dans un contexte où les régulateurs publics, les grandes entreprises, les groupes d'intérêt sont très imbriqués les uns avec les autres, nous pensons que ça ne suffit pas de rendre les activités de lobbying et les activités d'influence transparentes pour échapper aux dommages que ces activités peuvent engendrer. Nous avons le sentiment qu'il y a eu une confiance excessive jusqu'à présent dans l'efficacité des dispositifs de transparence. À vrai dire, la transparence est devenue l'outil principal avec la déontologie de lutte contre les conflits d'intérêts et la corruption dans l'Union. Alors, avec le registre de la transparence, les agendas, etc. Parce qu'on a pensé, on a travaillé sur cette conviction que l'information publique constitue une véritable incitation pour engager une dynamique virtueuse et pour transformer le comportement des acteurs du processus décisionnel. Mais, en fait, la transparence, c'est très bien, parce que la transparence, déjà, ça permet à nous, les chercheurs, aux journalistes, aux ONG, aux citoyens de manière générale, de se documenter, d'évaluer, de voir comment fonctionnent les institutions. Donc, ça a certes cet aspect positif. En revanche, nous doutons que la transparence puisse véritablement transformer les comportements, qu'elle puisse véritablement agir et modifier ces habitudes, ces mauvaises habitudes de collusion. Et donc, nous pensons qu'il y a eu un espoir, une croyance exagérée dans les vertus et les capacités de la transparence. En fait, la transparence totale est illusoire, ça nous le savons. Hein, elle n'est pas complètement réalisable parce qu'à un moment ou à un autre, la transparence va se heurter à d'autres intérêts, et notamment au droit au respect de la vie privée, qui est tout de même un droit fondamental. Donc, on ne pourra jamais aller jusqu'au bout de la transparence, ça c'est un premier point. Mais aussi, on a observé que les efforts en matière de transparence, alors déjà, ça prend du temps, enfin de l'énergie, c'est pas si facile que ça de la mettre en place, la transparence. Et on a un peu l'impression que on a fait de la transparence pour la transparence. C'est-à-dire que on a travaillé sur l'instrument lui-même en perdant de vue le but final. Et le but final, c'est pas la transparence. Le but final, c'est tout de même l'assainissement des pratiques. Donc, on a eu un peu l'impression ces dernières années qu'il y a eu une confusion entre le moyen et la fin, et que la transparence, finalement, nous a un petit peu aveuglés, hein, et qu'elle nous a un peu fait oublier que finalement, le but final, c'est d'arriver à une véritable modification des pratiques. Et ça, c'est pas facile. Alors, voilà, nous pensons que la transparence est insuffisante à la fois pour que une véritable politique
saine et honnête se développe pas seulement dans les institutions européennes, mais aussi en périphérie de ces institutions européennes. Et nous pensons en tout cas qu'elle est incapable de remédier au caractère systémique des conflits d'intérêts. Alors, pour être concret, par rapport à la proposition de création d'un organe éthique européen interinstitutionnel, la proposition de la Commission européenne, pourquoi pas? Nous ne sommes pas contre. Cet organe aurait principalement pour rôle de vérifier que les obligations de transparence sont respectées. Très bien, mais ne mettons pas trop d'espoir dans cet organe d'éthique européen interinstitutionnel. Alors évidemment, si en plus il ne peut pas enquêter sur les manquements qui sont décelés dans les déclarations d'intérêt de patrimoine, évidemment, il ne sert plus à grand-chose. Alors, son intérêt, c'est sa dimension interinstitutionnelle, bien sûr, parce que ça permettrait de rationaliser un petit peu le patchwork actuel en matière d'éthique publique. Mais nous pensons qu'il faudrait adjoindre à cet organe d'éthique interinstitutionnelle un observatoire de l'intégrité de la démocratie. Donc, un observatoire qui aurait pour mission de documenter les pratiques d'influence afin qu'on acquiert des connaissances précises sur les menaces et sur les réseaux d'intérêt qui pèsent sur les décisions publiques. Nous pensons aussi que l'Union devrait accepter de se soumettre à l'expertise externe des spécialistes de la corruption, des structures spécialisées. Alors, vous le savez, tous les États membres de l'Union européenne font l'objet d'un suivi régulier au sein du GRECO, le groupe d'États contre la corruption du Conseil de l'Europe. Ils reçoivent des recommandations de cette organisation. Alors, on l'a critiqué, cette organisation. Je suis consciente de cette critique. Il y a aussi l'OCDE, le groupe de travail sur la corruption de l'OCDE, qui fournit régulièrement des rapports avec des recommandations aux États membres. Elle n'est soumise à rien. Elle n'est soumise à aucun contrôle externe. Et pourtant, elle prend des décisions. Elle ne fait pas que coordonner les décisions des États membres. Elle a, c'est évident, un véritable processus démocratique. Donc, nous pensons que l'Union devrait soit être membre du GRECO, elle le peut, si elle le veut, ou alors, si elle ne veut pas, elle a aussi une autre solution qui serait de commander au GRECO des rapports ad hoc, des évaluations ad hoc, sur certains aspects, certains secteurs, voilà. Les commandes peuvent se faire d'une certaine manière à la carte, et je pense que le GRECO serait heureux de répondre aux sollicitations. Voilà, c'est une possibilité. Nous pensons que c'est important de passer par l'évaluation externe. Nous pensons aussi, et c'est le deuxième gros point de notre travail, qu'il faut des règles d'incompatibilité. Alors, incompatibilité à la fois pour éviter les activités qui sont conduites simultanément à un mandat, les activités de moonlighting, et aussi pour les activités qui sont exercées postérieurement, donc c'est la problématique du pantouflage. Alors, par exemple, ce qu'on appelle les périodes de carence ou le cooling off, c'est une règle d'incompatibilité qui arrive après, mais qui devrait être renforcée. Donc, ces incompatibilités, elles sont intéressantes parce qu'elles tracent véritablement une ligne de démarcation entre le secteur public et le secteur privé. Et là, je vais citer rapidement la médiatrice européenne. Les emplois permanents dans l'administration de l'Union européenne impliquent un engagement en faveur du bien public, sur le long terme. Ils ne doivent pas être considérés comme un tremplin vers des emplois connexes dans le secteur privé. Donc, si cela vaut pour l'administration de l'Union européenne, ça vaut a fortiori pour les postes politiques et les postes donc politiques de commissaires et de députés. Voilà, donc nous pensons qu'il faut renforcer cela. Alors, cela signifie d'élargir considérablement les quelques règles d'incompatibilité qui existent aujourd'hui. Elles ne concernent aujourd'hui que les fonctionnaires. C'est une vision pour l'instant minimaliste, donc nous pensons que ça doit être plus large. Pour les parlementaires, nous pensons, pour les eurodéputés, qu'il faudrait interdire certaines professions en parallèle, comme la profession d'avocat, et toutes les activités de conseil en parallèle de l'activité de député, tout type de conseils qui se font dans le cadre de cabinets spécialisés, de cabinets de conseil.
Pour le passage du public vers le privé, le pantouflage, nous pensons qu'il faudrait une période de carence de 3 ans. Et nous pensons que cette période de carence doit s'appliquer pas seulement pour les activités que l'ancien fonctionnaire pourrait avoir auprès de son service, son ancien service, et de manière plus large, hein, que l'incompatibilité permette de limiter véritablement des influences qui arrivent généralement rapidement après que le fonctionnaire ou le commissaire a quitté ses fonctions. Voilà, pour le volet pénal, alors nous avons bien sûr vu la proposition de commission du 3 mai 23 de la Commission européenne et de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Nous sommes favorables à ce qu'une nouvelle directive pénale soit adoptée, mais nous la concevons de manière un peu différente que ce qu'a proposé la Commission. D'abord, la Commission dit, elle parle d'une directive relative à la lutte contre la corruption, mais nous pensons qu'il faut viser précisément les atteintes à la démocratie européenne. La corruption en fait partie, bien sûr, mais il n'y a pas que la corruption. Donc, nous pensons qu'il faut faire une directive qui soit vraiment parallèle à la directive sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne, mais qui soit une directive sur la protection des intérêts démocratiques de l'Union européenne. Je vous donnerai le détail de ce que nous pourrions mettre dans cette directive si vous le souhaitez. Et nous pensons que par cette directive sur la protection des intérêts démocratiques de l'Union européenne, nous préparons, enfin ce que nous voulons, c'est préparer l'élargissement de la compétence du Parquet européen, parce que nous pensons que le Parquet européen devrait être compétent, pas seulement pour poursuivre les personnes suspectées d'atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, mais aussi aux intérêts démocratiques de l'Union européenne. Donc, c'est une approche en 2 temps. Vous voyez d'abord une directive qui prépare par la suite l'arrivée d'un élargissement de compétences du Parquet européen. Voilà, je vous remercie de votre attention et bien sûr, je reste pour d'éventuelles questions. Oui, merci beaucoup. Donc, j'aurais une première question. Vous avez entendu Manon Aubry, et lorsque je lui ai posé la question de savoir pourquoi, alors qu'il y a eu ce scandale du mois de janvier, rien n'a été fait ou très peu, elle a répondu, en réalité, personne n'en a envie. Alors, vous qui avez vu les choses avec un regard différent, est-ce que vous aboutissez à cette même conclusion? Alors, je pense que Manon Aubry a donné une réponse qui est circonstanciée en politique. Enfin, je veux dire, je ne parle pas de son parti politique, mais de ses collègues au Parlement européen. Écoutez, je ne sais pas. Je n'ai pas les facilités d'accès au Parlement européen. Je n'ai pas de données empiriques sur la question, mais réussi quand même au niveau international en matière de lutte contre la corruption. On a réussi un certain nombre de choses ces dernières années. On a toute une série de conventions internationales et elles commencent véritablement à prendre prise sur les pratiques judiciaires. Il y a des véritables poursuites aujourd'hui. On a quand même réussi à condamner des très grosses entreprises ces derniers temps dans le contexte international. Alors, avec des procédures négociées, avec toute une série de moyens que l'Union européenne n'a pas encore pour l'instant, mais on a fait certaines choses. Donc, moi je crois pas pourquoi, enfin, je vois pas pourquoi les Européens arriveraient moins bien à faire ce qui a été possible dans le contexte international de manière plus générale. Donc, non, moi, je veux pas être naïve, mais je veux pas non plus être pessimiste. Voilà. Mais encore une fois, je n'ai pas de données empiriques. D'accord. Juste une petite question sur le statut de ce rapport. Est-ce que c'est uniquement une initiative interacadémique ou bien ça correspond à un projet de recherche, un appel d'offres de recherche?
Ah non, c'est interacadémique, c'est-à-dire que j'avais publié à la fin du mois de décembre une tribune dans Le Monde en expliquant, c'est un peu moi qui ai développé cette idée d'élargir la compétence du parquet européen, et Antoine Vaucher a lu la tribune dans Le Monde, il a cherché mes coordonnées, il m'a appelé et puis on a commencé comme ça, vous voyez. Donc non, il n'y a pas de projet de recherche sous-jacent. Pas de financement de nulle part. Et voilà, c'est une initiative tout à fait spontanée. Je vous remercie. Donc, la parole est à la salle. Si vous n'entendez pas bien, je vais répéter les questions par la suite. Oui, merci pour cet exposé, comme pour l'ensemble de la manifestation. En 1974, avec la disparition brutale de Georges Pompidou, Giscard d'Estaing a pu être élu, et c'est à peu près concomitamment que le Parlement européen a proposé l'élection des députés au suffrage universel. Et effectivement, très vite, il s'est affiché dans notre pays un projet de loi qui a été validé, qui réservait donc la présentation de listes aux européennes aux seules formations représentées à l'Assemblée nationale, ce qui veut donc dire que le jeu s'est effectué entre les 4 formations qui avaient un groupe à l'Assemblée nationale. Bon, certains dont je fais partie. Alors, les questions un peu brèves, parce qu'il faudra que je les répète tout à l'heure. Très bien. Donc la question c'est la suivante. Il y a eu dans le passé des coups de griffe qu'on appellerait à l'enjeu démocratique, que vous appelez de vos voeux. Ne risquons-nous pas d'en voir de nouveau à l'avenir? La Commission européenne propose, le Parlement vote. Donc, j'ai parfaitement compris que les députés sont soumis à des pressions de lobby pour influer leur vote, mais qu'en est-il en ce qui concerne la Commission européenne? Il y a de la corruption, il y a des lobbies. Thierry Breton est-il un homme parfait ou n'est-il pas un homme parfait? J'ai bien compris le rôle des structures scientifiques comme l'EFSA, mais l'EFSA, c'est l'EFSA. Moi, j'ai connu la Commission européenne à une époque où elle faisait des appels d'offres à des consultants, justement dans le but de préparer des livres blancs, des lois, etc. Ce sont les cabinets d'audit américains qui gagnaient les appels d'offres. Donc on ne peut pas parler vraiment de corruption ou de lobby si on ne parle pas en amont. En amont, je suis désolé, c'est la commission, bien que la commission. Merci. Troisième question. Merci. Donc, les 3 interventions qu'on a entendues, donc vous avez prêché des convaincus parce que nous étions déjà tous probablement plus ou moins informés de ce qui se passait. Donc, le travail que vous avez fait toutes les 3, donc a permis de préciser vraiment l'ampleur des dégâts. Donc, et je vous remercie pour ce travail qui reste un travail d'universitaire. C'est pas négatif ce que je dis là parce que c'est important de pouvoir comprendre comment les choses se passent. Donc, moi, la question que je pose, c'est que ne sommes-nous pas maintenant, donc au niveau de l'Europe, et sans exagération, gouvernés par des lobbyistes, hein, donc première des choses. Et puis la deuxième, qu'est-ce que on peut. Alors, vous avez un certain nombre de préconisations par rapport à une moralisation des pratiques, mais quel espoir peut-on avoir ces préconisations passer et être appliquées, hein, dans la mesure où nos politiques ne le souhaitent pas? Merci. Encore une question, peut-être 2. Oui, bonjour, je vous remercie pour votre exposé. Vous avez préconisé une augmentation du champ dans le cadre de la directive anticorruption. Vous avez dit que vous pourriez revenir dessus dans le cadre d'une directive antidémocratique sur les incriminations antidémocratiques. Est-ce que vous pourriez développer ce sujet? Dernière question. Merci beaucoup. Tout à l'heure, avec Manon Aubry, on a parlé vampire.
et Lumière. Et vous avez presque en miroir, vous êtes prononcé plutôt contre une augmentation de la transparence. Alors, je voulais savoir si sa présentation et notamment des modalités de vote des textes au Parlement européen pourrait vous faire changer d'avis, puisque le maître mot de son intervention, c'était huis clos. Et est-ce qu'il ne serait pas utile plutôt d'accroître la transparence précisément pour mettre fin à ce huis clos, comme elle l'a préconisé? Alors, on va peut-être s'efforcer de répondre à cette première série de questions. Donc, il y avait une première question sur les coûts du griffe démocratique, en réalité sur l'appréciation de l'érosion du niveau de démocratie dans l'Union européenne par rapport à ce qu'elle pouvait être il y a 20 ans ou 30 ans. Alors, j'ai à peu près entendu l'ensemble des questions et beaucoup des premières questions qui ont été posées sont des questions qui requièrent une appréciation politique. Alors, vous savez, nous, les universitaires, on est toujours très embêtés quand on nous pose des questions qui sont en dehors de notre champ de compétences parce qu'on a toujours peur de dire des bêtises et on n'a pas le droit de dire des bêtises. Alors, voilà, moi, je suis la juriste de l'équipe, je suis la pénaliste de l'équipe. Je comprends vos questions, je comprends le sens qu'elles ont, je vois bien où vous voulez en venir. En tant que citoyenne, je partage, je vois très bien ce que vous voulez me faire dire, mais en tant qu'universitaire, je suis embêtée de vous répondre sur des questions politiques. Voilà, je suis embêtée parce que je ne maîtrise pas complètement le sujet. Alors, oui, il y a une érosion des processus démocratiques dans les États de l'Union européenne et particulièrement dans l'Union européenne. Et oui, il faut lutter contre, ça c'est sûr. Mais voilà, je peux pas en dire beaucoup plus. Je suis gênée aussi par rapport. C'est pas que vos questions sont mauvaises, hein, elles sont très bonnes, mais c'est pas tout à fait mon champ. Est-ce que nous sommes gouvernés par des lobbyistes? En partie probablement, mais voilà, je suis en difficulté pour en dire plus. Quel espoir pouvons-nous avoir? Moi, je suis une éternelle optimiste, donc de l'espoir, j'en ai toujours. Alors, si vous voulez bien, Eric, je vais prendre la toute dernière question et puis ensuite la question sur la directive, parce que là, je sens que j'ai plus des choses à apporter comme réponse. Alors, sur la toute dernière question, les vampires, la nécessité de faire la lumière, bien sûr. Et vraiment, notre propos dans le livre blanc, il va falloir qu'on fasse très attention en communiquant parce que notre propos n'est pas de lutter contre la transparence. Notre propos n'est pas de revenir en arrière sur la transparence. Notre propos n'est pas de freiner tout progrès de la transparence. Nous ne sommes pas contre la transparence. Mais nous pensons que les vertus de la transparence ont été surévaluées et nous pensons que c'est pas le seul outil. Nous pensons qu'il faut diversifier les outils et qu'il faut prendre d'autres mesures que la pure transparence. C'est peut-être l'autoroute, la transparence, mais vous voyez, il y a d'autres voies à côté et parfois l'autoroute vous mène à certains endroits, mais pas forcément à l'endroit où vous voulez véritablement arriver. Donc, voilà, c'est ça notre propos. Et alors, sur les huis clos dont a parlé alors, ce sont des huis clos au moment de la décision européenne. Mais vous voyez la transparence telle qu'elle est conçue pour l'instant. Alors, c'est la transparence, alors c'est le fameux registre. Hein, vous voyez, les lobbyistes ne peuvent entrer dans le Parlement européen que s'ils sont enregistrés sur le registre commun à la Commission et au Parlement. Les commissaires doivent publier leur agenda, donc dire qui ils rencontrent exactement. Et alors, si le dimanche matin, ils vont bruncher ou faire un tennis avec X ou Y, eh ben, le dimanche n'est peut-être pas dans l'agenda, vous voyez. Donc, ça résout pas tous les problèmes. En revanche, le huis clos dont a parlé Manon Aubry, si je l'ai bien compris, ce sont des discussions de décision, hein, des discussions où différents organes se rencontrent pour décider. Et là, alors c'est la première fois que j'entends cette proposition-là, mais je n'y suis absolument pas opposée, absolument pas. Hein. Je trouve même que c'est une perspective intéressante. Voilà. Alors sur la directive, donc pour nous, cette proposition de directive, alors elle s'appelle proposition de directive contre la corruption.
Très bien. Mais vous voyez, des textes sur la corruption, on en a déjà beaucoup. On a une convention de 97 de l'Union européenne sur la corruption, on en a une de 99 du Conseil de l'Europe, on a la convention de Mérida, enfin on a plein de conventions sur la corruption. C'est pas les textes qui manquent, hein, mais les textes, c'est des murs de papier. Et donc, un texte de plus, pourquoi pas, mais il faut qu'il soit efficace. Si c'est pour mettre une feuille de plus sur le millefeuille, ça sert à rien. Donc, il y a plein de formes de corruption. Et il y a des formes de corruption qui sont déjà appréhendées par le droit de l'Union européenne et qui sont déjà appréhendées de manière efficace. C'est la corruption qui porte atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne. C'est-à-dire que si vous corrompez un fonctionnaire européen qui a son mot à dire dans l'attribution d'un marché public, et que grâce à cette corruption, vous, en tant qu'entrepreneur, vous obtenez le marché public, et donc vous obtenez des fonds, de l'argent européen, et ben là, votre acte de corruption va tomber sous le coup de la compétence, enfin, relève de la compétence du parquet européen, parce que vous avez porté atteinte à de l'argent européen. Donc cette corruption-là, elle est déjà englobée dans le système. Alors, la Commission européenne vient au mois de mai 2023, elle nous remet ce type de corruption-là dedans. Ben, c'est pas la peine, on l'a déjà, d'accord ? Elle nous met également la corruption privée. Alors, la corruption privée, c'est quoi ? C'est au sein d'une entreprise, quelqu'un qui va corrompre son supérieur hiérarchique pour obtenir un meilleur poste. C'est dans la sous-traitance. Dans les marchés publics, il y a l'entreprise principale qui obtient un marché, mais ensuite, elle va sous-traiter avec plein d'autres entreprises. Donc, on est dans le secteur privé. Alors, la corruption privée, c'est très mal. Mais la corruption privée, ça porte atteinte à quoi ? Ça porte atteinte à l'honnêteté des transactions, bien sûr, et à la libre concurrence. Ça ne porte pas atteinte à la démocratie européenne. Et nous pensons, par souci d'efficacité, qu'il faut cibler les formes d'atteinte à la démocratie européenne. Corruption, trafic d'influence, situation de conflit d'intérêts. Alors, on peut passer par de l'abus de fonction, comme font les Italiens. On peut passer par la prise illégale d'intérêts, comme font les Français, les Croates. Enfin, les Espagnols ont également des modèles d'incrimination des situations fortement à risque en termes de conflit d'intérêts. Mais voilà ça, le pantouflage. Vous voyez, nous sommes très favorables à ce qui est un lot d'infractions qui soit couvert par cette directive, mais nous souhaitons que ça soit focalisé, que ça soit dirigé vers une future compétence du parquet européen. Et si on veut que ça marche, pour que le parquet européen soit compétent à l'avenir, il y a deux conditions fondamentales. Et ça, la Commission ne communique absolument pas là-dessus. Les deux conditions fondamentales. Alors, il faut bien sûr que ce soit des intérêts européens qui soient en cause, mais des intérêts proprement européens. D'accord ? Donc, la corruption privée, ça déborde un peu partout, c'est pas proprement européen. Donc, il faut vraiment cibler sur les comportements qui pourront relever du parquet européen. Parce que l'objectif final, c'est que cette instance européenne de répression, qui est très efficace, qu'elle puisse véritablement poursuivre des auteurs d'infraction, plutôt que de laisser la justice italienne, la justice belge, la justice grecque se renvoyer la balle avec des mandats d'arrêt européens et des choses comme ça. Vous voyez, c'est vraiment un souci d'efficacité procédurale que nous recherchons en ciblant cette directive. Voilà. Merci. Y a-t-il d'ultimes questions ? Nous avons quelques minutes peut-être, si vous l'acceptez. Oui, je suis là. Il n'y a plus de questions. Juste pour ma part, une question sur les autorités indépendantes, donc sur l'AFSA. Est-ce que vous incluez votre réflexion globale jusqu'aux autorités dites indépendantes de l'Union européenne ? C'est-à-dire pour nos règles d'incompatibilité et... Sur l'ensemble des règles que vous envisagez pour la Commission et les institutions européennes, ouais. Est-ce que de façon évidente, mais pour moi c'est évident, mais peut-être pas pour vous, est-ce que vous incluez ces autorités indépendantes dans le champ de cette nouvelle régulation ? Alors, nous incluons tout ce qui peut être considéré juridiquement comme des agences
Et donc, il me semble que ça couvre effectivement les autorités indépendantes. Très bien, donc pas d'autres questions? Pas d'autres questions, donc merci encore de nous avoir donné votre temps, la primeur de ce rapport. Donc il sera publié officiellement à quel moment? Alors, nous sommes en train de corriger les dernières petites coquilles et donc nous pensons remettre notre version définitive dans une dizaine de jours. Et bon, prendra encore le temps de la publication. Il va falloir patienter encore un petit peu, mais ça arrive. Merci encore pour votre temps et votre contribution.